Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Retournons un instant en 1986, l'année où le Rock and Roll Hall of Fame a intronisé ses premiers musiciens, dont les iconiques Ray Charles, Buddy Holly et bien évidemment Elvis Presley. Tina Turner était également ascensionnée en Californie, où son étoile était dévoilée sur le Hollywood Walk of Fame. Et si vous allumiez la radio, vous seriez probablement tombé sur l'immense succès de Madonna, Papa Don't Preach. Mais pour le moment, retournons à la conversation qui a lieu dans la chambre. Alors, c'est tout pour les réponses. Le leader de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en l'absence de nos frères de Bois-Mou, j'ai une question pour le ministre des Affaires intergouvernementales. Nous avons lu dans le Globe and Mail de ce matin que le Premier ministre voulait mettre un peu de distance entre lui et ses collègues qui étaient responsables de la question du bois d'œuvre. Quand on regarde un peu ce qu'il y a eu dans le ressort de mardi dernier, à ce moment, le ministre de l'Industrie et du Commerce avait dit « Nos représentants ont travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral. » Comment est-ce que le Premier ministre peut-il expliquer, corroborer cette déclaration qui était faite il y a quelques semaines, cette déclaration, avec cette tentative de dire que son gouvernement n'avait pas mot à dire? En ce qui concerne la déclaration du ministre des Affaires intergouvernementales, je suis très content de dire que, mais comme préambule, je dois dire que les deux ministres sont absents et sont en conférence avec Mme Carney et avec d'autres représentants fédéraux et provinciaux. Ils essaient d'émettre une réponse conjointe. Je ne vois pas la différence qu'il essaie de nous indiquer. Quand les discussions avaient lieu, nous avons exprimé le point de vue de l'Ontario sur la situation. Et nous avons demandé que les négociations ne portent pas sur cette situation. Comme vous le savez, Mme Carney s'est rendue à Washington et a annoncé à tout le monde qu'elle était prête à tout négocier. Et cela est arrivé comme une surprise totale à tous les représentants de l'Ontario, ainsi qu'à des représentants de l'industrie aussi. Dans les réunions qui ont suivi et dans l'intérêt de présenter un front commun, l'Ontario a accepté de suivre le pas. Je ne veux pas vous donner une fausse impression de ce qui est sorti. Question supplémentaire. Clairement, ce qui est arrivé, c'est que l'Ontario a émis une objection au début. Mais en fin de compte, au lieu de défendre les intérêts de l'Ontario concernant le tarif qui va coûter davantage d'emplois que n'importe où, vous étiez d'accord. Vous avez pris la décision de faire front commun. Votre ministre avait indiqué hier que vous êtes prêt maintenant à combattre ce que vous avez accepté il y a quelques semaines. Compte tenu de cette situation, pouvez-vous nous donner les détails des réunions importantes qui ont eu lieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qui c'est qui a représenté l'Ontario au cours du voyage à Washington? Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, j'avais dit que l'Ontario n'était pas représenté à la réunion à Washington hier. Il y avait des réunions ici, à Toronto,
et des représentants du ministère des Richesses naturelles, de l'Industrie et du Commerce étaient présents. Il y a eu des réunions ce matin aussi. Et cet après-midi, il y a une autre conférence avec les ministres, de sorte que les conférences continuent concernant les négociations. Dernière question supplémentaire. Je suis scandalisé après tout ce que le ministre avait dit hier, après avoir assuré qu'il avait dit à tout le monde qu'il va faire de son mieux pour combattre cette décision. Je suis scandalisé d'entendre le premier ministre dire que personne ne représentait Ontario, les intérêts de l'Ontario, à une réunion importante à Washington. Ce que nous disons au premier ministre, hier, il y a eu une conférence au bureau de la Commission de commerce international à Washington. Ils ont expliqué comment ils ont pris la décision. Cela aurait permis à vous et à votre ministre de Commerce de présenter un cas et défendre les intérêts de l'Ontario et indiquer que la taxe de 15 % ne devrait pas être imposée. Donc, après avoir assuré la Chambre hier que vous allez combattre cette mesure, vous n'avez rien fait. Vous n'êtes même pas allé demander les renseignements de base. Ma question donc est celle-ci. Pouvez-vous expliquer à la Chambre comment ça se fait que hier, à cette importante réunion de divulgation à Washington, vous n'êtes même pas pris pour vous assurer qu'il y ait un seul représentant de l'Ontario? Je dis avec le plus grand respect à mon ami en face, qui bien sûr aimerait présenter ses opinions à ses cousins germains au fédéral, si vous voulez le faire et discuter avec Mme Carney cet après-midi. Mais je dis que c'est la suggestion la plus stupide que j'ai entendue depuis assez longtemps. Le ministre était là avec d'autres représentants de son ministère, des représentants fédéraux. Nous avons des copies de la décision et je crois que vous devez présenter des excuses à la Chambre pour ce que certains de vos membres disaient hier, qui ne faisaient que citer une partie seulement de cette décision. À la page 17, vous allez voir que Ontario était la seule province qui avait fourni tous les renseignements nécessaires. Et si l'un de ses membres était là, celui qui secoue la tête, il va comprendre que c'était lui qui a fourni les faux renseignements à la Chambre hier. C'était l'Ontario qui avait fourni tous les renseignements et a défendu sa position extrêmement bien. Mais je peux vous dire une chose, ce cas a été bien soutenu par nos représentants. Ils étaient au courant de tout ce qui se passait. Je regrette la tournure des événements, mais je crois que vous devez présenter vos suggestions à vos cousins fédéraux. Nouvelle question. Vous vous rappelez, le Premier ministre, que ce que vous avez dit à Tokyo. J'aimerais demander au Premier ministre de demander à son personnel, qui touche au moins 57 000 $ chacun, de lire la page 17, et puis nous aurons l'occasion de voir qui c'est qui avait dit la vérité ou non. Ma deuxième question, en ce qui concerne la défense des intérêts de l'Ontario, nous savons que les États-Unis ont l'intention d'adopter davantage de mesures pour se défendre contre les importations des autres pays, y compris le Canada. J'aimerais savoir quelles sont les mesures que votre gouvernement, le ministre des Affaires intergouvernementales, le ministre du Commerce, ont l'intention de prendre. Vous m'avez attaqué en cette Chambre pour être généreux et pour offrir des compliments. Peut-être ça vous aiderait de présenter des compliments à quelqu'un. Nous pensons qu'il faut être positif quand il faut le faire, pas comme vous. Nous savons très bien qu'est-ce qui se passe aux États-Unis
Nous avons parlé avec, nous nous sommes entretenus avec M. Clark il n'y a pas longtemps et nous avons expliqué quelles sont les initiatives pour l'Ontario et les conséquences sur l'industrie en Ontario qui, j'en suis sûr, sont très importantes. Je peux vous dire que nous exprimons nos opinions sur cette matière. Vous pouvez crier autant que vous voulez. Je ne pense pas que ce soit vraiment constructif. Ça, c'est votre imitation de Hugh O'Neill. Puis-je dire au Premier ministre que je vais suivre son conseil? Et cet après-midi, je veux féliciter M. John Turner pour continuer à soutenir les négociations sur le libre-échange. Et je vous invite à accorder votre soutien à tous les Canadiens qui veulent négocier des choses semblables. À l'ordre. Ce n'était pas là votre question supplémentaire? À l'ordre. À l'ordre. Question supplémentaire. Ma question au Premier ministre. Il nous a assuré il y a pas longtemps qu'il avait l'intention de protéger les intérêts de l'Ontario. Est-ce qu'il peut nous dire quels intérêts sont menacés par cette loi aux États-Unis? Monsieur le Président, je ne veux pas passer de commentaires sur la méthode de M. Turner, mais j'aimerais connaître quelle est l'opinion du chef de l'opposition parce qu'il a changé d'avis au moins 3 fois sur le libre-échange. Et si votre opinion diffère de celle des membres de votre comité, c'est difficile de vous croire parce que vous ne faites que changer d'avis à chaque instant. Monsieur le Président, comme je l'ai dit plus tard, je ne peux pas ajouter à la réponse que je donnais plus tôt aux députés à propos de la question de l'imposition d'un tarif. Nous avons l'intention de discuter avec d'autres personnes ainsi qu'exprimer nos opinions aux responsables à Washington. Dernière question supplémentaire. Le Congrès américain a été invité par le Heinz d'imposer des contingentements sur des produits canadiens importants. Vous ne connaissez pas l'énoncé du projet de loi. Vous ne savez rien à ce sujet et je répète la question. Est-ce que vous avez l'intention de défendre l'intérêt des Ontariens malgré tout ce que vous avez dit? Vous ne connaissez pas quel est le projet de loi, quelle est la loi, et ce, après assez de temps depuis qu'il a été introduit, le ministre du Commerce n'a rien fait à ce sujet. Je dois dire que je trouve étrange la méthode du député. La Commission, je regrette vraiment qu'il ait adopté une telle approche. Vous connaissez les déclarations que le ministre a fait en public. Vous savez ce que nous avons déjà exprimé, ce que nous avons l'intention de faire. Nouvelle question, le député de York Sud. Monsieur le Président, j'ai quelques questions aujourd'hui pour le ministre de la Santé. J'aimerais lui poser quelques questions concernant le rapport sur le comité des plaintes qui date de mai 86, mais qui a été supprimé par le ministre jusqu'à sa publication en septembre. J'aimerais demander au ministre si la raison pourquoi le rapport a été supprimé avant sa publication, c'était parce que le comité a vu que certaines maisons dépensent seulement $2 sur les repas par jour. Et est-ce que le ministre peut expliquer, peut comparer
cette dépense sur les aliments par jour avec les dépenses dans les hôpitaux. Monsieur le Président, je ne peux pas dire aux députés quelle est la comparaison, mais je sais que des aspects de ce rapport inquiètent tout le monde. Et je dois dire que 2,10 $ par patient par jour n'est pas raisonnable. Et je crois que le rapport était très intéressant de plusieurs points de vue de l'industrie et que ce rapport a été très utile comme document interne depuis sa publication. Question supplémentaire. Il ne s'agit pas là d'un document interne et vous l'avez éliminé, vous l'avez supprimé pendant des mois parce que le rapport comprenait des nouvelles que vous ne voulez pas partager avec d'autres personnes. Il était temps que quelqu'un en divulgue le contenu. En prison, on dépense 4,29 $ par jour par détenu. Et j'aimerais demander au ministre, compte tenu de cette comparaison scandaleuse dans les hôpitaux et dans les maisons de santé, est-ce que le ministre pourra nous donner son avis sur cette déclaration que dans un système qui marche, qui est intéressé par le profit, il est nécessaire de diminuer les coûts afin de maintenir un profit substantiel. Par conséquent, dans de nombreux cas, les normes ne sont pas respectées. C'est pour ça que vous avez supprimé le rapport. Je n'ai pas supprimé le rapport et le député le sait. Le rapport a aussi parlé des gens qui assurent que les soins sont d'un niveau très élevé. Je peux vous dire que je suis préoccupé par certaines sections de ce rapport et qu'il y a des domaines vraiment qui nous inquiètent beaucoup. Et c'est la raison pourquoi nous voulons changer l'administration de cette industrie. Nous avons l'intention de mettre en place des gens qui agiront comme conseillers seulement et d'autres qui seront occupés à la mise en vigueur de la loi pour assurer que nous avons vraiment un rôle à jouer pour la modernisation de ces maisons de santé. Nous avons l'intention de continuer de le faire et je peux vous dire que j'ai parlé à certains médecins et elle a expliqué qu'il y a au sein de l'industrie des personnes très dévouées. Le rapport a été supprimé, il l'avait en mars 86 et ce n'est qu'en septembre 86 qu'il l'a publié. C'est une critique dévastatrice de cette industrie, de la qualité de la vie de nombreuses personnes âgées et que de nombreuses maisons de santé ne sont intéressées qu'à l'aspect monétaire. Et ce sont là des faits qui sont dans le rapport. J'aimerais demander au ministre s'il est au courant du fait que dans le rapport, en moyenne, le montant dépensé par patient était en 2 $ et 2,50 $. Et qu'est-ce qu'il a l'intention de faire pour assurer que les pensionnaires de ces maisons de santé ne sont pas soumis à ce genre de normes, ne doivent pas vivre avec ce genre de normes? Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Comment peut-il justifier, Monsieur le Président, la suppression de cette information avec les critiques qui ont été émises au moment où il dit que notre gouvernement est un gouvernement ouvert? Vous avez eu le rapport pendant 6 mois et vous n'avez rien fait. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, le chef du troisième parti a tort. En fait, nous avons commencé à discuter de plusieurs questions qui sont dans le rapport et nous avons émis certaines solutions. Et nous avons continué à travailler avec des gens qui administrent ces maisons de santé.
Nous allons de l'avant avec de nombreuses mesures que nous avons mises de l'avant. Et je peux vous dire que nous nous sommes engagés. Notre engagement ne diminue pas. Et nous voulons voir ce que le gouvernement peut faire pour encourager les gens à rester chez eux. Nous n'avons pas l'intention d'abandonner ce que nous faisons. Nous nous sommes engagés à améliorer le bien-être des personnes âgées. Nouvelle question, le député de York Sud. J'aimerais poser une question au ministre par rapport à la surfacturation par les médecins. Monsieur le Président, récemment, au bureau, nous avons reçu un appel d'un certain Gold Lake de Stouffville qui avait dit qu'on refusait une opération à sa femme ou qu'on le traitait différemment parce que le médecin ne pouvait pas facturer davantage. C'était là une question très sérieuse et nous avons fait une enquête là-dessus. J'aimerais dire au ministre que le médecin avait dit qu'il recevrait environ 450 $ pour une opération, mais c'est seulement 250 pour d'autres chirurgies qu'il qualifiait comme étant de risque égal. Il avait dit que la chirurgie, il n'avait pas l'intention de le faire parce que cela ne la rendrait plus confortable. Quand on a demandé au médecin s'il avait l'intention de le faire, s'il aurait payé seulement 240 $, à ce moment, il a dit « Ce serait raisonnable de le faire pour un prix plus élevé. » Question, s'il vous plaît. Et il connaît d'autres chirurgiens qui refusent de le faire. J'aimerais demander au ministre s'il est au courant de cette situation telle qu'elle est décrite par ce médecin, la situation où certains médecins refusent de procéder à la chirurgie. Monsieur le Président, il y a eu plusieurs indications au cours des dernières années et derniers mois que certains médecins sont inquiets du niveau des avantages tels que décrits dans le OHIP. Je ne suis pas au courant de ce que vous avez dit jusqu'à présent, que tel ou tel médecin n'a pas l'intention d'effectuer la chirurgie, des opérations. Peut-être que le député pourra nous expliquer quand est-ce qu'il a fait ses enquêtes, quelle date, et peut-être à ce moment, nous pourrons nous renseigner davantage. Et à ce moment-là, il nous sera possible, par exemple, de trouver d'autres médecins qui s'occuperaient de la procédure médicale. Je ne sais pas si on peut vraiment aller de l'avant avec cette enquête, mais si le député pourra nous expliquer un peu ce qu'il a trouvé, à ce moment, nous pourrons peut-être prendre des mesures. Question supplémentaire, Monsieur le Président. Nous sommes en train de glaner des renseignements et le ministre sera entièrement d'accord que c'est une question délicate et que manifestement, il n'y a aucun docteur qui va dire qu'il refuse de faire des opérations qui sont nécessaires étant donné les questions pécuniaires. Ce que je dis, c'est que ce qui semble être le cas ici, c'est que le docteur ici indique que la façon dont il exerce sa profession dépend des honoraires qu'il reçoit et ceci me préoccupe énormément et je crois que cela devrait préoccuper le ministre également. Maintenant, pour ce qui est de la supplémentaire, je me demande si le ministre pourrait formuler des commentaires pour ce qui est des lettres envoyées par le docteur M. Torches à Toronto qui indique qu'il ne traite pas directement avec OHIP mais avec les patients. OHIP autorise que les patients puissent être facturés pour certains services et vous serez donc responsable des honoraires du médecin, mais si ceci crée des problèmes financiers, veuillez en discuter avec nous et nous modifierons les comptes en fonction. Et je me demande si le ministre serait prêt à formuler des commentaires pour ce qui est justement de certains médecins qui regroupent tous les honoraires administratifs et indiquent que ces honoraires-ci, on peut les facturer aux patients et qu'on peut simplement les retirer dans le cas où on pourrait avoir une discussion sur la situation pécuniaire du patient. J'aimerais demander aux collègues
de dire quand est-ce que ces incidents ont lieu, parce que je crois que les situations ici qui posent des problèmes aux patients doivent être discutées. Hier, on nous a cité à propos d'une lettre qu'il a reçue le 16 juillet. Il nous en a seulement parlé hier. Et je trouve, Monsieur le Président, qu'en fait, certes, c'est une question qui nous préoccuperait. L'honorable collègue sait fort bien que lorsqu'il y a des patients qui ont des difficultés, que moi-même, j'aimerais le savoir en temps et lieu. Et je ne crois pas que c'est bien de tout regrouper ensemble et qu'on ne nous fournisse pas des détails pour que ces personnes puissent voir exactement ce qui s'est passé. Monsieur le Président, l'honorable collègue sait que c'est le cas et j'espère qu'il pourrait m'en parler. Je suis à sa disponibilité. Dernière supplémentaire, Monsieur le Président, le ministre sait fort bien qu'il a reçu des lettres du membre de notre parti, ceci depuis août, et il a refusé de répondre. Il sait fort bien ce qui se passe. Il sait fort bien qu'il y a des patients qui, aujourd'hui, ont des difficultés. Et la question que j'ai soulevée tout à l'heure, c'est une question qui a eu lieu récemment, et j'indique au ministre, je lui demande s'il est au courant, oui ou non, qu'il y a beaucoup d'exemples de médecins qui exercent leur profession en Ontario et qui réclament des frais d'administration comme un droit et qu'en fait, il y a certains corps de médecins qui demandent certains types d'honoraires de garde et qui insistent là-dessus. Et ceci se passe aujourd'hui en Ontario, le 21 octobre. Le ministre, Monsieur le Président, je suis au courant des exemples que l'on a bien voulu me montrer et j'aimerais qu'il y ait d'autres ce genre d'exemples. Je sais qu'il y a eu certains exemples sur lesquels on a attiré mon attention et j'y réponds. Monsieur le Président, je suis au courant de ces exemples et l'honorable député sait quelle est la situation également et j'aimerais dire ici aux députés et au public, nous traitons justement avec l'ONA et le Collège des médecins. Par conséquent, il n'y a pas encore de définition claire quant à la facturation de ces honoraires. Nous allons obtenir les détails qui nous permettront de voir quel genre d'action nous allons prendre. Et je remercie l'honorable député de me montrer ces questions-ci, mais j'aimerais qu'on puisse m'en parler plus en détail afin qu'on puisse justement veiller aux droits des patients. Le député de Cochrane South, Sud. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question ici qui s'adresse au Premier ministre et cela traite du bois d'œuvre, la situation qui promonte les États-Unis et l'Ontario. Le Premier ministre est au courant, étant donné que récemment il a fait une étude de cette question, qu'en 1962 déjà, au Congrès des États-Unis, il y avait une plainte qui émanait donc de certaines pratiques pour ce qui est des frais de coupe, entre autres en Colombie-Britannique. Le sénateur Backwood, à l'époque déjà, avait créé un comité de modalité et ceci a été fondé en 1982 afin de mener une enquête. Ceci est à l'Oregon. Et surtout, on voulait mettre l'emphase sur le nord-ouest. Et c'est là une plainte majeure qui ressort encore une fois aujourd'hui aux États-Unis auprès des producteurs de ce genre de bois. Ma question est donc la suivante. Sommes-nous pas d'accord de voir qu'en fait, que l'Ontario n'aurait pas dû se rallier à la position de la Colombie-Britannique parce que, par exemple, l'Ontario n'aurait pas dû accepter donc ces frais de coupe parce qu'on n'a pas du tout les mêmes genres de politique qui prévaut ici qu'ailleurs. Il est au courant que nos frais de coupe est 2 fois plus élevés qu'en Colombie-Britannique et ailleurs. Également, je sais que la majorité des produits d'exportation qui viennent de la Colombie-Britannique, donc, nous sommes à peu près en 2e place avec le Québec et le Québec a des frais de coupe assez inférieurs aux nôtres. Maintenant, d'un point de vue national, parce que ceci ne
touche pas des provinces, mais en fait, il s'agit d'une approche nationale. Par exemple, on en a parlé avec des représentants au niveau fédéral, et certes, il y a plusieurs points de vue aux États-Unis, mais on aurait pu dire qu'on aurait pu également se rallier à d'autres points de vue. Il y a certes un certain clivage au point de l'opinion ici, et certes, vous n'êtes pas d'accord avec notre point de vue, mais notre point de vue est la suivante, c'est qu'on peut en traiter au niveau national et qu'on peut essayer de donner les meilleurs conseils possibles. Et nous l'avons fait, je peux vous en assurer. Mais lorsque certaines politiques sont annoncées à Washington par M. Farney, alors dans ce cas-là, cela crée des problèmes. Mais en tant qu'ancien ministre, étant donné que vous savez quelle est la situation à cet égard, je vous demande d'user de la crédibilité que vous avez au sein de cette Chambre auprès de l'Assemblée et que vous appelez, téléphoniez à Mme Carney et dites-lui ce que vous m'avez dit et voir un petit peu ce qu'elle pense. Monsieur le Premier ministre, supplémentaire, je serai prêt à faire votre travail si vous pensez que vous n'êtes pas en mesure de le faire. Monsieur le Président, supplémentaire. J'aimerais que le Premier ministre feuillette la page 16 de la décision préliminaire et manifestement, il n'est pas au courant de certaines dispositions qui existent ici. Ma question donc est pourquoi ne vous êtes-vous pas saisi de ces dispositions et pourquoi ne le faites-vous pas donc pour l'intérêt de l'industrie en Ontario et des travailleurs ontariens? Ma question est donc, pourquoi avez-vous choisi de vous rallier au Québec et la Colombie-Britannique? Pourquoi avez-vous accepté ce consensus national et quel montant donc va être reflété au niveau de l'Ontario, des industries et des travailleurs? Au lieu de causer toute une question ici politique, j'aimerais vous dire que certains de ces commentaires ne sont pas vraiment valables. Certes, vous avez droit à formuler vos commentaires, mais surtout, ne prétendez pas que vous dites la vérité ici, parce que vous avez tort dans ces circonstances bien particulières. Et je crois qu'il y a différentes approches que l'on peut prendre. On donne le meilleur conseil qu'on peut donner, mais personne ne peut dire avec certitude que, par exemple, Mme Carney ou ce qu'elle a indiqué au cabinet peut avoir certains effets avec le ITC. Nous étudions donc en détail ce qui se passe. Certes, il y a eu certains conseils qui n'étaient erronés d'un point de vue légal et nous avons l'intention d'attaquer tout ceci car nous n'avons pas du tout l'intention d'essayer de négocier une solution et de reconnaître notre culpabilité. Ce qu'il faut faire, c'est battre cette question parce que nous croyons fermement que ce n'est pas juste. Et il faut l'indiquer, ceci également au niveau fédéral et aux autres provinces. Et je crois que mon honorable collègue, qui autrefois avait certaines relations au niveau fédéral et connaissait certaines personnes, qui devrait donc également parler au secteur industriel et d'indiquer le rôle du secteur industriel de l'Ontario et ceux qui connaissent vraiment à fond toute cette question. N'oubliez pas, vous aussi, vous étiez en 83 lorsque vous êtes descendu. Vous étiez le porte-parole de leur message. Et j'aimerais vous indiquer à l'ordre. À l'ordre. Nouvelle question. À l'ordre. Je ne peux pas vous entendre. Nouvelle question, député de Hamilton-Est. J'ai une question qui s'adresse au Premier ministre de l'Ontario. Le Premier ministre a reçu un nombre innombrable de lettres de syndiqués et d'autres travailleurs pour ce qui est des fonds de pension au sein de la province. Les modifications de ces plans de pension qui permet à une retraite anticipée à l'âge de 60 ans à cause des problèmes parce que certains bénéfices et certains autres plans privés
vont avoir des problèmes. Ceci peut détruire l'incitation à la retraite anticipée qui, en fait, promulgue la possibilité de création d'emplois pour d'autres. Est-ce que le premier ministre, plutôt, est prêt à voir à ce que cet échappatoire soit enrayé? Je n'ai pas vu les lettres dont vous parlez. Vous savez que je reçois beaucoup de lettres, mais j'aimerais vous dire que je serais prêt à réviser, passer en revue tous ces aspects, ainsi que le ministre responsable, et je suis sûre que l'on passera en revue ces renseignements supplémentaires. J'espère que, certes, le Premier ministre aura l'occasion de voir toutes ces lettres qui ont été envoyées. Monsieur le Premier ministre, n'êtes-vous pas d'accord que l'Ontario ne devrait pas offrir au moins la même protection à ces travailleurs que la province de Québec l'a fait lorsqu'elle a promulgué une certaine loi et qu'il y a eu également certaines modifications similaires qui ont été apportées au Québec en 1984? Toute cette question de retraite fera l'objet de certaines lois sous peu. Maintenant, pour ce qui se passe au Québec, c'est probablement les mêmes taux qui prévalent. Nous œuvrons et je crois que nous devrons modifier la situation d'après la situation qui vaut ici. Par conséquent, je vais tenir compte de ce que vous avez dit et je partagerai les résultats avec vous dès que j'en ai. Le ministre des Affaires municipales, à l'ordre. À l'ordre. Le ministre des Affaires municipales. Le ministre des Affaires municipales a une réponse à une question posée par le député de Sudbury East plus tôt. Oui, Monsieur le Président. Pour ce qui est de la réponse, ou plutôt de la question qui a été posée par le député de Sudbury Est, pour ce qui est de la question de Falcon Ridge, j'aimerais réitérer ma réponse auparavant. Les propriétaires légaux, Falcon Ridge a le droit de subdiviser et de vendre d'après la loi, et ils ont ce droit donc par l'entremise de la municipalité de Sudbury. Également, ils ont le droit, ceci a été fait en 1978, et l'approbation de la subdivision de Falcon Ridge relève entièrement de la compétence municipale et mon ministère n'a ni l'autorité ni la compétence d'agir à ce niveau supplémentaire. Falcon Ridge, qui a des vastes propriétés, de centaines et des centaines d'acres, ce gouvernement-ci est-il prêt à retirer ses droits des compagnies pour qu'en fait, il n'ait seulement ou uniquement les droits sur le minerai, mais pas le droit sur les terres. Car même lorsqu'on essaye d'ouvrir un dépotoir dans le Nord, il nous faut une certaine permission du ministère. Êtes-vous prêt à faire ça? Parce que ceci leur retirait donc les droits de la surface. J'aimerais indiquer que certes, c'est un problème qui a commencé, voilà, quelques 50 ans dans le gouvernement précédent, lorsque le gouvernement de l'époque a octroyé à ces mines le droit, Monsieur le Président, de subdiviser ces terres. Je discute présentement avec le ministre des Richesses naturelles et nous traitons de cette question. Nouvelle question, le député de Brampton. Monsieur le Président, c'est une question vraiment importante. Elle concerne ma circonscription. Permettez-moi de la poser. Monsieur Martel. Il y a quelques 2 mois, le ministre de la Santé a formulé certaines déclarations pour ce qui est des nouveaux services de santé et il a indiqué que quelques 380 lits ont été octroyés et quelques 200 lits pour d'autres soins moins importants pour les patients chroniques. Et c'est cette première catégorie de lits pour les grands malades a donc permis qu'on a pu augmenter de 120 à 380 lits ce chiffre. Et tous ces gens doivent
soumettre un rapport au ministre et ce ministre devait recevoir le rapport au mois d'octobre et je demande donc au ministre si oui ou non il a reçu ce rapport. Le ministre. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le député d'avoir posé cette question et je crois qu'il est important pour nous tous de comprendre que le processus de la planification de ce calibre dans le secteur hospitalier progresse et il semblerait que certes leur objectif sera respecté. Ils ont l'intention de me soumettre un rapport à la fin octobre et certes nous verrons ce rapport. J'aimerais également indiquer à l'honorable député que pour l'instant je ne suis pas au courant des recommandations formulées par le conseil de sa région et je vérifierai afin de voir si ce rapport a été reçu ou pas. Supplémentaire. Monsieur le Président, de plus, il y a quelque temps, le ministre a indiqué qu'il y aurait un centre innovateur dans cet édifice et en fait, dans un rapport consultatif qui a été suggéré par un autre conseil, j'aimerais savoir si ce rapport-ci a été reçu ou pas. Monsieur le Président, je ne puis indiquer aux députés si le Conseil de santé a pris en considération certains de ces aspects et probablement que certaines de ces propositions ont été examinées, surtout pour ce qui est de la compétence de la planification. Et je crois que c'est certainement l'une des questions qui ont retenu l'attention. Je ne puis, malheureusement, pour ce qui est des recommandations, indiquer à l'honorable député si je les ai reçues, mais je vais lui dire, dès que j'aurai pu vérifier, quel est l'état de ce rapport. Et nous formerons à ce moment-là une réponse. Nouvelle question. Le député de Sarnia. Étant donné que le ministre des Richesses naturelles n'est pas ici, que manifestement il travaille avec le collègue du ministre du Commerce, il travaille très dur donc pour cette histoire de bois d'œuvre plutôt. J'aimerais demander s'ils sont au courant que justement il y a eu des dommages très importants qui ont eu lieu, étant donné la hausse du niveau d'eau des Grands Lacs. Et ceci, entre autres, coûte très cher pour ce qui est de l'érosion des bancs. Et certaines routes dans ma propre municipalité ne sont plus utilisables. Également, cela coûte très cher et ça crée de nombreux problèmes. Et nous attendons patiemment depuis longtemps que votre ministère puisse réagir d'une façon ou d'une autre aux municipalités ou à certains individus qui ont dû encourir ces frais étant donné la hausse du niveau de l'eau. Pourriez-vous indiquer aujourd'hui ce que votre ministère est prêt à faire pour collaborer donc avec les municipalités afin de les aider à défrayer les frais encourus justement par l'augmentation du niveau de l'eau? Et nous pensons que ces frais vont continuer également à l'avenir. Monsieur le Président, ce gouvernement a déjà fait quelque chose il y a quelques 4 ou 5 mois. Nous avons élargi ou plutôt nous avons reporté également la durée de ce programme jusqu'en mars 87. Par conséquent, il existe une politique. Certes, c'est une politique à court terme, elle existe. Et nous examinons également les possibilités d'une politique à long terme. Dans toute municipalité, Monsieur le Président, qui continue ce genre de problème ou qui connaît donc ce genre de problème devrait donc s'adresser auprès du ministère. Question supplémentaire. La politique à court terme ne répond pas aux besoins. Et c'est une politique à long terme qu'il nous faut pour aider ceux qui sont en position critique. Le ministre indique que dans ces municipalités, il y a des taux inhabituels, des taux d'inondation inhabituels. J'aimerais savoir si vous avez l'intention de mettre sur pied un programme de subvention pour aider ces municipalités. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Monsieur le Président, nous le faisons journellement.
Nous essayons d'aider les municipalités. Et je suis d'accord avec vous que les lignes de conduite ne sont pas aussi sévères, mais nous les avons héritées et nous essayons de les améliorer. Le député de Bellwoods, j'ai une question pour le ministre responsable de la politique des pensions qui découle du feuilleton et avis numéro 335 et il parle de retrait des fonds de pension. S'il existe un surplus dans un régime, l'employeur peut utiliser ce montant pour faire face aux coûts sans demander la permission. En d'autres termes, les compagnies peuvent enlever le surplus pour remplacer leur contribution habituelle. Est-ce que c'est l'intention de ce gouvernement de permettre ce type d'action? Le député parle d'une situation où il y a un surplus de plus de 125 % et où les paiements additionnels des compagnies sont éliminés pour éviter l'accumulation. Je crois que c'est la politique qui a été exprimée par le Premier ministre et nous espérons présenter un projet de loi devant la Chambre bientôt. Si je comprends bien, Monsieur le Président, le gouvernement propose une réforme de la loi sur la pension. Il n'y a rien pour empêcher le retrait des surplus. Il n'y a rien pour protéger les employés, les travailleurs. Et même la législation n'est pas rétroactive, de sorte que l'argent qui est investi ne peut pas être récupéré. C'est là la meilleure solution. Mais je ne suis pas toujours du même avis que le député. Je crois que ma réponse ne faisait du tort à personne. J'ai dit que nous sommes au courant de la situation. C'est une situation qui nous préoccupe. Nous sommes en train de l'étudier et nous espérons présenter un projet de loi approprié. Le député de Grey Bruce. Monsieur le Président, j'aimerais transmettre au solliciteur général, que je respecte beaucoup, mes préoccupations à propos du fait que nous avons dans les prisons de nombreux prisonniers que nous avons conduit des prisonniers en menottes à l'hôpital. J'aimerais qu'on jette un coup d'œil à cette étude. Bien sûr, je suis très content de jeter un coup d'œil à ce que le député me propose. Mais encore une fois, je dois dire, nous devons étudier la raison pour laquelle la personne a été incarcérée. Et les mesures restrictives doivent être appliquées quand c'est nécessaire. Question supplémentaire? Le fait, c'est qu'un jeune homme dont la grand-mère est mourante a été accompagné à l'hôpital par 2 gardes et il a dû l'embrasser sans qu'on ait pu lui enlever les menottes. C'est une situation dont tout le personnel des prisons doit être mis au courant. Je n'ai pas entendu de question. Nouvelle question. Le député de Scarborough Centre. Ma question est adressée au Premier ministre. Il semble qu'il y a une différence d'opinion importante entre deux ministres. En mars, le ministre de l'Éducation avait dit à la Fédération des écoles secondaires de l'Ontario qu'il n'était quelque chose. Et en avril, le secrétaire général avait dit, et je cite, « Je crois que nous allons
financer les écoles privées dans un très proche avenir. Voulez-vous, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire lequel? Parlez au nom du gouvernement. Je serais très content de le faire si vous dites lequel de vous parle au nom de votre parti. Vous pouvez comprendre les frustrations du gouvernement, d'un gouvernement minoritaire qui essaie d'assurer la collaboration de tous les partis de la Chambre. On a 17 opinions différentes, opinions du parti de l'opposition. Je peux vous dire que le ministre de l'Éducation parle au nom du gouvernement pour ce qui est des politiques concernant l'éducation. Le gouvernement est en train d'étudier le rapport sur les écoles séparées. Et si vous avez d'autres questions, veuillez les adresser à mon ami qui est tout près ici. Le député de Scarborough Centre, question supplémentaire. J'aimerais poser cette question au Premier ministre encore. Le 28 avril 1985, vous avez déclaré au Toronto Star que le Parti libéral est en faveur de la mise sur pied d'une commission d'enquête pour voir comment on peut accorder le financement aux écoles séparées. Pouvez-vous nous dire si ce comité sera mis sur pied avant la session de printemps? Nous avons un gouvernement ouvert, nous sommes toujours en train d'étudier de nouvelles suggestions. Je n'ai aucune objection à étudier cette question ou toute autre question. Je vous demanderai de dire à vos collègues de nous aider d'effectuer le travail qui doit être abattu ici. Nouvelle question. Le député de Lake Nipigon. J'ai une question pour le solliciteur général. Le ministre sera au courant d'un incident scandaleux qui a eu lieu le 16... Monsieur Moses a été battu. Le ministre devra savoir qu'il y a eu plusieurs incidents violents qui ont eu lieu et cela a augmenté à 9 pour toute l'année. Depuis de nombreuses années, les gens de Casablanca avaient demandé la protection de la police. Et malgré tout, il a fallu que des membres de la force policière de l'Ontario viennent, et cela après seulement 2 jours. Après 2 jours, comment peut-on... Quand est-ce que la population peut espérer recevoir les services qu'ils méritent? C'est une question qui est très importante. Nous accordons toute la priorité à cette question. La question de financement de ces officiers de police doit être partagée par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Historiquement, c'est ce qui a été fait. Ce n'est que récemment que le gouvernement fédéral a accepté de signer l'accord de 85-86, qui est presque expiré maintenant. Nous les avons rencontrés le 25 septembre pour l'année 85-86, où ils nous ont dit que les fonds n'étaient pas disponibles. La question de Casablanca Lake est une question prioritaire et nous allons prendre des mesures qui s'imposent dès que nous aurons reçu le financement. Monsieur le ministre, j'ai reçu une lettre qui est datée du 29 mai 86. Et dans cette lettre, on nous dit que dans un très proche avenir, c'est peut-être l'éternité, ce qu'il faut, ce n'est pas un compromis avec le gouvernement fédéral. Faites votre travail, c'est vous qui avez le mandat. N'attendez pas après le gouvernement fédéral. Encore une fois, je n'ai pas entendu une question, Monsieur le Président. À l'ordre. Nouvelle question, le député de Brampton. Monsieur le Président.
Ma question s'adresse au procureur général. Le procureur général doit être au courant que la ville de Brampton et la région environnante est une des communautés qui grandit le plus rapidement au Canada. J'ai eu l'occasion d'assister aux tribunaux avec le procureur général adjoint. J'ai compris que le procureur général lui-même a rendu une visite à mon comté à propos de cette question. Et j'aimerais savoir ce qu'il en est à propos de l'espace supplémentaire pour les tribunaux. Quand nous sommes entrés en exercice, il y avait plusieurs appels. On a estimé la valeur à 5 millions, c'est-à-dire un quart de notre budget. Vous comprenez que je suis allé à Peel County et j'ai rencontré 2 juges. Les tribunaux, un c'était dans le sous-sol de Sheraton Building et l'autre était le palais de justice au centre-ville. Dans la cour provinciale, il n'y a aucun doute qu'on a atteint la limite et avec la croissance du comté et ce qui se fait chaque année, nous devrons élaborer un plan pour le moyen terme. J'espère indiquer à la Chambre un programme de construction de tribunaux. Question supplémentaire. Monsieur le procureur général, une des solutions aux problèmes concernant l'espace dans les tribunaux, j'aimerais savoir si le procureur général étudierait la possibilité, c'est un accord, si le ministre de la Consommation n'a pas d'objection, si on peut trouver de l'espace dans d'autres tribunaux sans dépenser. Monsieur le procureur général, nous allons certainement étudier cette proposition. Nouvelle question, le député de Oakville. Ma question s'adresse aussi au procureur général. Ayant environ 14 mois, j'avais attiré l'attention du procureur général sur la discrimination dont souffrent les gens habitant à l'extérieur de la communauté urbaine de Toronto parce qu'ils traitent avec la Cour des petites créances. Comme vous le savez, on tranche là des questions qui concernent des dettes ne dépassant pas 3 000 $ à Toronto. Le procureur général m'avait dit qu'il allait s'en occuper. Est-ce qu'il peut nous dire ce qu'il a fait? Je crois, j'avais dit, en réponse à la question du député, j'avais étudié la question. En fait, ces services à l'extérieur de Toronto nécessiteraient la nomination de plusieurs nouveaux juges. Cela n'est pas nécessairement, c'est pas nécessaire. Compte tenu des restrictions budgétaires, nous devons étudier attentivement des programmes de ce genre parce qu'il faudra tenir compte des autres services comme ceux de la santé que nous voulons offrir. C'est pour ça que nous ne sommes pas en train de construire les 2 tribunaux à Brampton pour ne pas gaspiller l'argent du contribuable. Les contribuables s'attendent à ce que nous étudions attentivement chaque besoin. Je veux que le député sache qu'il s'agit là d'une demande très importante et nous allons les étudier en tenant compte de nos autres besoins et des ressources qui sont disponibles. C'est comme si c'était un vieux disque. C'est ce qu'il nous a dit il y a 14 mois. Est-ce que le ministre ne comprend pas que si construisait des tribunaux à l'extérieur de Toronto, il y aura davantage de revenus pour le système de tribunaux et cela va diminuer les coûts aussi? Et qu'il y a déjà des juges à Ottawa et à Niagara pour entendre certaines questions. Je m'attendais
que le député poserait une autre question. Mais tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a répété la même question au cours des 35 secondes. J'aimerais savoir si le député rappelle le processus. Nous devons nommer environ 17 nouveaux juges et avec ces nominations, nous devons effectuer d'autres nominations supplémentaires dans le système des tribunaux. Et le projet n'est pas aussi simple et peu coûteux qu'on le pense. Cela va exiger davantage d'argent des contribuables. Nouvelle question. Député d'Ottawa Centre, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. En avril 1986, certains travailleurs ont été accidentés parce qu'à la station Lees à Ottawa, ils ont une contamination avec certaines substances. Et j'aimerais savoir où se trouve donc le rapport sur la santé et la sécurité. Monsieur le Président, il va falloir voir si oui ou non il y a eu un autre rapport qui a été fait. Mais je crois, Monsieur le Président, que l'honorable député va trouver qu'en fait que beaucoup des questions qui relèvent de la station Lees relèvent d'une autre compétence, d'un autre niveau. Par conséquent, Monsieur le Président, je suis quand même prêt à examiner la question et quelle que soit notre compétence dans ces questions, je peux assurer l'honorable député que ce que nous pouvons faire à partir de notre ministère par rapport au ministère de l'Environnement, nous sommes prêts à le faire et je suis prêt à partager les résultats dès que je les obtiendrai. Le temps s'est écoulé pour la période des questions. J'ai reçu beaucoup de notes parce que beaucoup de députés se plaignaient de la chaleur ici. Et certes, je suis d'accord, il fait très chaud. Et j'aimerais indiquer qu'il y a quelque temps, il y a eu l'alarme à feu qui a sonné dans l'édifice. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de feu, mais peut-être que cet incident a quelque chose à voir avec la chaleur que nous ressentons ici à la Chambre. Nous pensons simplement que cette situation sera rectifiée d'ici demain. Le député de Nipissing. Monsieur le député, hier, ou plutôt le 15 octobre, j'ai parlé d'une certaine question et le 14 octobre, en réponse à un énoncé, on a répondu au contrat d'ordinateur ou d'informatique qui devait être promis le 10 octobre. Et lorsque M. Gillies en a parlé, l'honorable député de la position, à ce moment-là, avait toute une pile de papier et indiqué, eh bien, il se trouve là-dedans. Ça ne se retrouve pas dans Hansard, mais c'est le cas. Certes, c'est pas vrai, on les a pas vus dans cette pile, ils n'étaient pas. Et j'aimerais savoir ici que dans le fond, il y a des préoccupations très sérieuses. Et j'aimerais savoir quand est-ce que toutes ces procédures cachotières vont cesser. Peut-être que le député peut peut-être ne pas laisser le motard lui monter au nez, se calmer un peu. J'espère que le leader en chambre du gouvernement va se charger de cette réponse, tout comme il a fait auparavant. J'en tiens compte. J'ai déjà entendu cette question auparavant et j'y répondrai dès que je le peux. Et je suis sûre que les ministres responsables feront à l'ordre.